Vous écoutez le podcast Les Voix de l'hémato, une série d'échanges signée AIH, Association des internes en hématologie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Guillaume Cartron, hématologue au CHU de Montpellier et membre de la commission scientifique du LISA. Bonjour professeur Cartron. Bonjour Charline. Aujourd'hui, nous allons parler d'un de vos sujets de prédilection, le lymphome folliculaire, et notamment le lymphome folliculaire de faible masse tumorale. Pourriez-vous nous rappeler à quoi cela correspond exactement et quelle est l'évolution naturelle de cette maladie ? Alors quelques points importants effectivement pour caractériser ces lymphomes folliculaires dits de faible masse tumorale ou asymptomatiques, c'est les deux terminologies qu'on utilise pour caractériser cette entité. Le premier point, c'est que ce sont donc des lymphomes folliculaires. D'un point de vue histologique, ils ne se distinguent pas des autres lymphomes folliculaires dits symptomatiques. Le terme de faible masse tumorale ou asymptomatique caractérise une situation clinique pragmatique qui a été définie dans les années 90 par nos collègues en se posant la question de savoir quand est-ce qu'on allait débuter un traitement dans cette maladie réputée être indolente. Et en fait, ils ont défini à ce moment-là ce qu'on appelle les critères GELF pour Groupe d'études des lymphomes folliculaires français. Et ces critères de GELF sont des critères d'initiation de traitement et non un index pronostic. C'est-à-dire que ces critères GELF que vous connaissez, qui ont été repris ensuite par les Anglais qu'on appelle BNLI, sont des critères qui nous permettent de définir une maladie symptomatique. Vous connaissez parmi ces critères, par exemple, le nombre de ganglions, ou leur taille, ou le volume de la rate. Ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut retenir, c'est est-ce que cette maladie est symptomatique ? Et c'est ça qui doit c'est ça qui doit être le plus important dans l'analyse de cette situation de maladie asymptomatique. Ça représente à peu près un tiers, 30-35% des lymphomes folliculaires dans son ensemble, ce qui signifie que pour 65 à 70% des lymphomes folliculaires, il s'agit donc de lymphomes folliculaires symptomatiques. Cette maladie, elle est surtout caractérisée par son indolence, c'est-à-dire son évolution extrêmement lente. C'est encore plus vrai pour ces lymphomes folliculaires asymptomatiques qui ont une meilleure survie que les patients qui ont un lymphome folliculaire symptomatique. Ceci a été parfaitement démontré il y a encore peu de temps, en 2010, dans un papier d'Emmanuel Bachy dans JCO, qui a bien montré que les patients qui avaient une maladie asymptomatique avaient une meilleure survie à 10 ans que les patients qui avaient un lymphome folliculaire symptomatique. Voilà ce qu'on définit comme un lymphome folliculaire asymptomatique et son évolution naturelle. Merci. Et donc, l'abstention thérapeutique est souvent proposée. Et comment la justifie-t-on ? Alors, c'est vrai que l'abstention thérapeutique, c'est globalement ce que souvent les médecins appellent le gold standard, c'est-à-dire la pratique habituelle. Cette pratique, elle est utilisée depuis la fin des années 90 et le début des années 2000. Elle est justifiée essentiellement par le fait que les essais cliniques réalisés dans les années 90 et au début des années 2000 n'ont pas montré de modification substantielle de la survie des patients. C'est-à-dire que faire un traitement ou ne pas faire de traitement ne modifie pas la survie des patients. Le deuxième argument, c'est que on observe 15 à 20% des patients qui n'auront jamais de traitement au cours de leur évolution et en tout cas qui à 10 ans ou à 20 ans n'ont toujours pas été exposés à un traitement. On peut par ailleurs préciser que 12% de ces patients, 12% des patients asymptomatiques vont pouvoir observer une réduction spontanée de leur maladie et il est même rapporté des réponses complètes spontanées d'environ 6% des cas. Ajoutez à cela les effets secondaires liés au traitement et éventuellement le coût au traitement, et finalement tout ça concourt à ce que nous ne proposions pas de traitement et que l'abstention thérapeutique soit considérée comme le gold standard de cette maladie. D'accord. Et aujourd'hui, cette abstention est-elle toujours justifiée ? Alors, il me semble qu'on peut challenger ce mythe de l'abstention thérapeutique sur plusieurs éléments. Le premier, c'est que effectivement, si ces traitements peuvent avoir un coût ou des effets indésirables,
Ces traitements étaient à l'époque de la chimiothérapie, de l'interféron ou des molécules qui induisaient des effets secondaires. Aujourd'hui, on dispose de médicaments, notamment d'immunothérapie, qui n'exposent pas le patient à ce type d'effets secondaires. On le sait avec le rituximab qu'on utilise maintenant depuis 25 ans et on a suffisamment de recul pour dire que cette molécule n'induit pas d'effets secondaires, ne modifie pas l'évolution naturelle de la maladie. Le deuxième argument, c'est que lorsque l'on dit à un patient qu'on va s'abstenir, on le justifie souvent par l'indolence de la maladie. On rassure vraisemblablement le patient pour justifier cette abstention. Pour autant, lorsqu'on regarde les courbes de survie sans progression ou les courbes de survie avant le prochain traitement, nous devons savoir que la médiane de survie sans progression se situe à 24 mois et la médiane du traitement initial se situe à 30 mois. Ça veut dire que quand votre patient, vous venez le voir et vous lui annoncez que vous allez vous abstenir parce que vraiment c'est pas une maladie grave, eh ben, un patient sur deux va recevoir un traitement dans les 2 ans et demi qui vont suivre cette consultation. Et ce traitement-là, qui va arriver pour un patient sur deux dans les 3 ans, dans 90% des cas, c'est une immunochimiothérapie. Encore rassurant votre patient pour justifier le fait que vous allez vous abstenir, 90%, la moitié des patients vont avoir une immunochimiothérapie dans les 3 ans et il me semble que c'est quelque chose dont on doit se préoccuper aujourd'hui, à la fois dans notre discours, mais aussi pour le patient. Et on doit mettre en œuvre des approches thérapeutiques qui évitent l'usage de cette immunochimiothérapie. Et actuellement, qu'est-ce que l'on peut proposer à ces patients et quels sont les résultats? Alors, le candidat médicament exemplaire pour le lymphome folliculaire, qui est CD20 positif, c'est l'usage d'un anticorps anti-CD20 comme le rituximab. Le rituximab, je vous rappelle, a été utilisé pour la première fois chez l'homme en 1994. La phase 2 pivotale, c'était 1998. Et nous avons donc aujourd'hui 25 ans de recul pour dire que ce traitement n'induit pas d'effets secondaires à long terme et ne modifie pas l'histoire naturelle de cette maladie. Des essais cliniques ont été conduits dans cette situation précise de maladie asymptomatique qui montrent que le rituximab améliore la PFS et améliore le temps avant le prochain traitement. En revanche, lorsqu'on utilise ce traitement en traitement d'entretien, on observe aussi une amélioration de la qualité de vie et on réduit l'anxiété liée à la stratégie d'abstention. Et ça a été démontré dans des essais cliniques. En plus, ce médicament est maintenant disponible en générique et on voit donc qu'il n'existe plus beaucoup d'obstacles à l'usage de ce traitement dans le lymphome folliculaire. Parmi les résultats qui ont été publiés récemment, on doit retenir l'expérience anglaise qui a été publiée au cours de l'ASH 2023, qui a rapporté les résultats d'un essai important qu'on appelle RWW, où il y avait un bras abstention, un bras 4 injections de rituximab et un autre 4 injections de rituximab plus un traitement d'entretien pendant 2 ans. Cet essai montre très clairement que le temps avant le prochain traitement est très significativement supérieur dès lors qu'on utilise du rituximab. On épargne donc du temps sans chimiothérapie pour les patients et la médiane de temps avant le prochain traitement est à 10 ans, ce qui signifie qu'on passe de un patient sur 2 qui aura reçu un traitement dans les 3 ans à un patient sur 2 qui aura reçu un traitement dans les 10 ans, ce qui signifie qu'un patient sur 2 n'aura pas reçu de traitement 10 ans après l'administration de rituximab. Dans le LISA, comme vous le savez, nous avons fait un essai clinique qui confirme les résultats du rituximab et qui montre que faire un entretien court permet, un entretien court, c'est-à-dire après 4 injections hebdomadaires, faire un entretien avec une injection de rituximab à 3 mois, 5 mois, 7 mois et 9 mois, permet d'augmenter significativement encore la survie sans progression. Et avons-nous les moyens de prédire quels patients vont obtenir un meilleur résultat et ceux qui n'auront pas plus besoin de traitement? Ouais, dans cet essai du LISA,
on a conduit des études exploratoires, et notamment des études de pharmacocinétique. Et il apparaît très clairement que les patients qui ont la meilleure exposition au rituximab, donc ça veut dire la meilleure concentration plasmatique dans le sang, évaluée par ce qu'on appelle l'AUC au cours des 3 premiers mois, c'est ces patients-là qui vont avoir la meilleure PFS, la meilleure réponse et le meilleur temps avant le prochain traitement. Et on obtient ces meilleures concentrations en utilisant le rituximab par voie sous-cutanée, qui administre finalement plus de rituximab. Vous savez, la posologie est plus importante, elle est de 1400 mg. On sait aussi que les femmes ont une meilleure exposition au rituximab. Et enfin, les patients qui ont un plus faible volume tumoral ont aussi une meilleure exposition. Donc la façon la plus simple d'assurer la meilleure exposition à tous les patients, puisqu'on ne maîtrise pas le sexe ni le volume tumoral, c'est donc d'utiliser la voie sous-cutanée pour permettre d'obtenir une exposition satisfaisante et la plus grande chance d'obtenir une réponse complète métabolique et un temps avant le prochain traitement le plus long possible. En ce qui concerne la prédiction de la réponse complète, nous avons démontré que les patients qui sont en réponse complète métabolique 1 an après la réalisation de 4 injections de rituximab, ceux-là, ils avaient une très grande probabilité de ne pas avoir reçu de traitement puisque 9 patients sur 10 qui sont en réponse complète métabolique à 1 an n'auront toujours pas reçu de traitement 4 ans après la fin du traitement. Donc, ce que l'on peut conclure, c'est qu'aujourd'hui, il est légitime de proposer un traitement à ces patients. Il est légitime d'utiliser l'administration de rituximab sous-cutanée et il est légitime de faire au moins 4 injections de rituximab sous-cutanée hebdomadaires pour obtenir à la fois la plus grande probabilité de réponse complète métabolique et surtout, pour le patient, de l'épargner avec une plus grande probabilité d'une immunochimiothérapie pour les 10 années qui viennent. Et là, vous pouvez être confortable avec votre patient en lui disant qu'il a une maladie indolente. Donc effectivement, c'est des résultats très intéressants, mais dans le contexte actuel des infections à Covid, est-ce que cette administration de rituximab ne pose-t-elle pas de problème chez ces patients? Alors vous savez que l'administration de rituximab constitue un facteur de non-immunisation au Covid et donc d'infections plus sévères. Même si aujourd'hui le contexte épidémique est beaucoup plus favorable au Covid, c'est effectivement une discussion que nous devons avoir avec le patient qui a un lymphome folliculaire avant de lui proposer un traitement par rituximab. Pour autant, vous êtes dans une maladie qui est indolente et donc vous n'êtes pas pressé d'initier le traitement. Vous avez donc le devoir de vous assurer qu'il est vacciné et au besoin de le faire. Vous pouvez tout à fait contrôler son état d'immunisation. Puis vous pourrez assurer cet état d'immunisation tout au long du traitement et surtout tout au long de la lymphopénie B qui va poursuivre l'administration du rituximab pendant à peu près 9 mois à 1 an. Donc je pense que, et vous pouvez aussi informer votre patient qu'en cas d'infection SARS-CoV-2, nous disposons aujourd'hui de médicaments tels que le Paxlovid qui sont très efficaces et qui conduisent le plus souvent à des maladies asymptomatiques sans recours à des soins hospitaliers. Donc lorsqu'on voit un patient, effectivement, on doit l'informer sur la situation du Covid eu égard à la prescription de rituximab et avoir une discussion avec lui qui soit à la fois claire et loyale pour lui présenter les différentes alternatives entre l'abstention et l'administration de rituximab dans le contexte aujourd'hui d'une infection épidémique à SARS-CoV-2 qui est beaucoup moins importante et beaucoup moins grave qu'elle ne l'a été il y a quelques mois. Je vous remercie, cette thématique est bien plus claire. Chers auditeurs, merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et à bientôt. Les voix de l'hémato, des histoires d'internes qui s'écoutent en externe, série podcast réalisée par Canopée Associés.